il y a une tradition, mais qui est assez récente, qui date du XVIIIe siècle, qui prétend que lors de la chute de la grande capitale médiévale arménienne de Ani, de là, les Arméniens seraient enfuis, auraient traversé la mer Noire et seraient allés donc en Roumanie, en Pologne, etc. Bon. En revanche, alors, on a des renseignements sur deux autres courants de migration qui correspondent à l'époque où les Mongols dominaient toute cette région. Et les Génois, qui commerçaient en Méditerranée, avaient obtenu des Mongols l'autorisation de s'installer sur la côte sud de la Crimée. Et cette Crimée, c'est elle qui a joué le rôle de point d'ancrage, disons, des Arméniens dans la région. Il y avait toute une culture arménienne de Crimée extrêmement vivace. Alors, une autre partie des Arméniens ont fait alors le grand tour par le bassin de la Volga, qui était le fief donc, des Mongols, et de là, alors au nord, dans la région de Lvov, actuelle, qui à l'époque était en Pologne. Donc ce sont ces deux courants qui se sont rejoints en Roumanie. L'un par le sud, via la Crimée, et donc de là en Roumanie, et l'autre par le nord, via Lvov, et de là, la descente vers la Roumanie. Et c'est pas un hasard si les principaux fiefs arméniens de Roumanie étaient dans la province qui s'appelle la Moldavie, c'est-à-dire au nord. Parce qu'en fait, la plupart sont arrivés par le nord et non pas par le sud. Une des raisons, c'est qu'en fait, ces régions-là, comme la Moldavie, étaient des régions sous vassalité ottomane, mais pas intégrées à l'Empire ottoman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient des populations locales, il y avait un dirigeant qu'on appelait le voïvode, qui devait rendre compte aux autorités ottomanes, à la Sublime Porte, payer tribut, mais moyennant ça, ils étaient tranquilles. Autrement dit, il n'y avait pas de pression. Et donc c'était une aubaine pour les Arméniens en particulier. Quand les Arméniens s'installent quelque part, les deux premières choses qu'ils font, c'est construire une église, et à côté de l'église, un scriptorium, pour copier les manuscrits. Et donc on les suit comme ça, grâce aux églises et aux copies de manuscrits. Et Suceava était un grand centre de copies de manuscrits arméniens. Les Arméniens ont commencé à venir autour des années 1300, 1400. La plupart étaient des artisans, mais cela ne signifie pas qu'ils ne pratiquaient pas d'autres métiers. Il y avait aussi des avocats, des docteurs, des écrivains, des poètes, mais 70% étaient des artisans. Horlogers, cafetiers, teinturiers, tisserands, maçons. Preuve qu'ils ont construit ces églises. Ils ont construit leur quartier. La meilleure preuve est que cette rue, la rue arménienne, existe encore de nos jours. Elle n'a pas changé de nom, même pendant le communisme. Et petit à petit, ils ont construit leur petit quartier arménien qui allait jusqu'au monastère Zamka. Ils ont construit dans cette région deux monastères, le monastère Zamka et le monastère Hadjigadar, et deux églises. Ces deux monastères, Zamka et Hadjigadar, sont les seuls monastères arméniens en Europe. À notre droite, c'est la maison du premier évêque. À l'intérieur, il y a même une ancienne chapelle où les prêtres célébraient les messes et les liturgies. Il paraît qu'il y avait plus de 10 moines, peut-être 20. Nous nous trouvons dans l'église qui est typiquement arménienne. L'autel est élevé, tourné vers l'Orient. Et à l'intérieur, il y avait certainement des peintures. Les peintures ne sont pas spécifiques aux églises arméniennes, puisque les églises arméniennes ont tout au plus quelques vitraux. Elles ont surtout des icônes. Les églises qui sont peintes avec des fresques ont subi l'influence de l'église orthodoxe de cette période. L'autre monastère, le monastère Hadjigadar, c'est le monastère des désirs. Traduit directement de l'arménien, il signifie Hadjouk Gadarel. Hadjouk, désir, Gadarel, accomplir.
L'histoire nous dit que deux frères arméniens, commerçants de bétail, ont passé la nuit sur cette colline. Et la légende raconte que dans leurs rêves, ils ont eu une apparition de la Mère de Dieu. Les maisons que vous voyez ici avaient sur la rue la boutique et derrière l'atelier d'artisanat. Les Arméniens y faisaient des vêtements, ils travaillaient les matériaux. Il y avait même ici une boucherie, une charcuterie. Donc, ils avaient leurs activités traditionnelles qu'ils pratiquaient ici, dans cet ancien centre-ville. La maison la plus spectaculaire de l'ancien centre-ville reste la maison Ankele, derrière nous. C'était le plus grand magasin général. Autour de l'église, il y a des maisons qui ont été construites et une rue s'est constituée, la rue arménienne de Botoşan. C'est la 5e rue mentionnée dans le registre des rues de la ville. Une des preuves qu'il y avait une population arménienne importante, c'est la construction de la 2e église, qui a été très rapidement bâtie tout près de la première, à une distance de 300 mètres. Pour nous, les Arméniens de Botoşan, l'église et le cimetière sont les symboles de notre tradition. Le cimetière est un endroit dont nous sommes fiers, car nous voyons là les signes d'une communauté qui a aussi été très riche, parce que les monuments du cimetière arménien sont des monuments sans équivalent dans la région de Botoşan. Le fief arménien, c'était la Moldavie. Ils avaient eu des privilèges. En 1401, le voïvode Alexandre le Bon a octroyé un privilège aux Arméniens de Moldavie, en les autorisant à avoir leur propre cour de justice, etc. etc. quoi. Donc c'est une officialisation de la présence. Et en fait, ils contribuaient à la prospérité de la région, quoi. Donc ils étaient très bien vus. Ils ont eu quelques heurts, non pas avec les Ottomans, mais avec la population locale qui, elle, était de confession grecque orthodoxe. Au nord de la Moldavie, il y a une région qui s'appelle la Bucovine. Là, il y a des monastères avec des fresques extérieures. Des superbes fresques extérieures, c'est un des joyaux de la Roumanie, au point de vue touristique. Parmi tous ces monastères, il y en a 5 sur les fresques desquelles figurent dans le jugement dernier, dans la représentation du jugement dernier, les Arméniens. C'est-à-dire les Arméniens dans la file des damnés. Qu'est-ce que c'est? C'est Moïse qui conduit les damnés en enfer. Alors les damnés, c'est qui? Toujours évidemment, au premier rang, les Hébreux. Ah, c'est clair. Après les Hébreux, il y a les Turcs et les Tatars. Après les Turcs et les Tatars, il y a les Arméniens. Donc il y a eu de temps en temps des persécutions des Arméniens pour les obliger à se convertir à l'orthodoxie grecque. Mais en fait, ils n'ont jamais réussi. Les Arméniens ont conservé leur foi et leur culture. Maintenant, la plupart des historiens disent qu'il y avait une autre raison. L'autre raison, c'était une jalousie vis-à-vis de la prospérité des Arméniens. Et en particulier de la richesse de leurs églises. Parce qu'il y a eu des pillages. En fait, ces persécutions étaient toujours sur un très bref laps de temps, de 2-3 ans maximum, quoi. Et après, la vie reprenait son cours. Il y avait fait des victimes, et où est-ce qu'ils partent? Alors, ceux qui partaient, ils partaient soit au nord, donc dans ce qui était la Pologne, soit alors à l'ouest, en franchissant les Carpates,
et en passant en Transylvanie, qui à l'époque était aussi sous suzeraineté ottomane. Et là, alors les deux principales villes où ils sont installés, c'est les villes non frontalières, c'est-à-dire Gheorgheni et Frumoasa. En plus, là, à l'époque, les dirigeants locaux, c'était des princes protestants, et qui ont accueilli les Arméniens à bras ouverts, comme une solidarité entre minorités. Tout a changé quand, à la fin du XVIIe siècle, il y a eu la guerre austro-ottomane, les Ottomans ont été vaincus, et la Transylvanie est passée à l'Empire d'Autriche. Il y a plus précisément en Hongrie, mais qui faisait partie de l'Empire d'Autriche. Alors là, ça a été catholicisation de force. Les Arméniens, lorsqu'ils sont entrés en Transylvanie, ils étaient considérés comme des étrangers. Les Arméniens n'avaient aucun droit. Ils n'avaient pas la possibilité d'acheter des maisons dans la ville, pas le droit d'acheter des terres. Mais ils avaient de l'argent et ne savaient pas quoi en faire. Alors, en 1686, se présente un prêtre romano-catholique, Berzalescu Ocientus, un Arménien originaire de Botoșan, en Moldavie. Il avait fait ses études de théologie à Rome et il fut envoyé ici en Transylvanie pour convaincre les Arméniens de reconnaître la suprématie du pape, c'est-à-dire de les convertir au catholicisme. Il convainc leurs prêtres arméniens apostoliques de passer au catholicisme, car à l'époque, ils étaient sûrs d'obtenir des facilités dans leur métier de commerçant, parce que la cour impériale autrichienne est profondément catholique. C'est ainsi qu'en 1686, sur la base d'un protocole avec Rome, ils reconnaissent la suprématie du pape et apparaît en Transylvanie l'Église arménienne catholique. Ocientos Virzirescu, il a fait aussi autre chose, c'est qu'en 1700, il a obtenu de l'empereur d'Autriche l'autorisation de fonder une ville arménienne. Et ça, c'est quelque chose d'unique. C'est la seule ville en Europe fondée par les Arméniens, non pas peuplée d'Arméniens, mais fondée par les Arméniens. Et elle s'est appelée Arménopolis. Nous sommes au centre de Gherla. Ça, c'est le centre-ville. Tous les immeubles tout autour ont été construits par les Arméniens. Ce parc n'existait pas à l'époque. Là, c'était vide. Il y avait un marché alimentaire. Là, s'amassaient les commerçants et ils vendaient leurs marchandises, y compris le bétail qui était vendu jusqu'ici. Le point commun est qu'à l'entrée des maisons, au-dessus des portes, il y avait ce demi-cercle et en haut une petite plaque où est écrit soit en latin, soit en arménien, l'année de construction. En passant au catholicisme, dans la période où le baroque tardif était en vogue, nos commerçants de l'époque allaient en Occident et voyaient les constructions baroques tardives, y compris des églises. Et alors, bien sûr, étant catholiques, ils commandaient aux maçons des modèles d'églises venus de l'Ouest. Et pour cette raison, les églises de la région ont un style baroque tardif. Contrairement à ce qu'espéraient les autorités autrichiennes, ils ne se sont pas fondus. Ils ont quand même conservé leur... même s'ils ont perdu la langue, ils ont quand même conservé leur idéologie, je dirais, leur idéologie arménienne. Les Arméniens gardent donc leurs racines et leurs traditions liturgiques.
ils restent attachés au livre saint. Mais au cours des siècles, ils sont aussi fortement influencés par leur environnement hongrois. Ils perdent alors peu à peu l'usage de la langue arménienne et le hongrois devient leur langue courante, même s'ils sont aujourd'hui pleinement citoyens roumains. Voici l'histoire de la vie de la communauté arménienne. La chronique, comme on peut le voir, est d'abord écrite en arménien. Nous savons qui a été en visite ici et qui a écrit cette chronique en arménien. Il y a une description détaillée de nombreux événements marquant la vie paroissiale. On voit que l'identité des Arméniens est présente dans la liturgie, dans les traditions, dans la gastronomie. La langue a petit à petit été oubliée, et l'écriture aussi. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une fusion dans la communauté hongroise et hongrophone. Bien que la liturgie arménienne soit en hongrois, le chœur chante en arménien et en hongrois. Il est arrivé même que des femmes âgées arméniennes arrêtent le chœur et lui disent « Chantez davantage de chants en arménien, car nous sommes arméniens. » Mais de nos jours, plus personne ne comprend ces chants. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Nous sommes restés arméniens dans notre cœur. Grâce à l'Église. Après chaque liturgie, nous nous retrouvons à la paroisse et buvons un café, et parfois même un cognac. Ensemble, nous discutons de nos problèmes de la semaine passée, organisons la semaine suivante, et ainsi de suite. Nous essayons de nous retrouver ensemble, de rassembler davantage d'Arméniens autour de nous, et ainsi préserver l'arménité. Et c'est ça qui est intéressant, ils ont perdu la langue, une partie de la culture, mais ils ont quand même continué à se sentir arméniens. Et ce qui était quand même un chapeau, je dis, en un sens, hein, il faut le faire, quoi. La transmission de l'arménité envers la jeunesse est une affaire difficile, étant donné que beaucoup de nos jeunes sont désormais partis à l'étranger. Je considère aussi que le fait d'avoir ce groupe de danse arménienne est une vraie bonne façon de transmettre l'arménité. Autre région de Roumanie où les Arméniens sont aussi présents, c'est au bord de la mer Noire. Là vivaient depuis le XVIIIe siècle, au sud du delta du Danube, des marchands qui profitaient du commerce maritime. Ils ont été rejoints par des rescapés du génocide de 1915.
La communauté est toujours vivante, avec son église construite au premier étage de l'ancienne école. Le génocide donc, dans l'Empire ottoman a été donc la date symbolique, c'est 1915, mais enfin ça a duré quelques années. Il y a les Arméniens qui ont voulu donc s'enfuir, comme on sait très bien, une très grande partie est venue en France, parce que la France avait besoin de main-d'œuvre suite à la guerre. Et puis alors il y en a qui sont aussi allés dans des terres un peu moins fréquentées. Beaucoup sont passés en Roumanie. Un autre port qui s'appelle Constanța, et c'est celui qu'on considère comme symboliquement le lieu d'arrivée des rescapés du génocide. Et c'est là qu'il y a des monuments commémoratifs du génocide, avec ce fameux Rachkal, la croix de pierre. C'est après le génocide arménien qu'ils sont venus à Bucarest en grand nombre. Ils sont venus en bateau, surtout à Constanța, sur la mer Noire, et puis ils se sont répandus un peu dans le pays et bien sûr à Bucarest. Donc il y a eu une population relativement importante d'Arméniens rescapés du génocide qui s'est intégrée aux Arméniens déjà existants. Ils ont introduit une autre culture qui n'avait pas du tout d'empreinte roumaine. Ils ont indiscutablement apporté un sang neuf aux Arméniens de Roumanie. Cette communauté s'est développée plus ou moins, enfin, des intellectuels. Les nouvelles générations qui ont pu continuer les études supérieures. On a eu beaucoup de spécialistes dans des différents domaines. Le plus célèbre des Arméniens de Roumanie, c'était Vasken Ier, le catholicos et patriarche suprême des Arméniens, parce qu'il était originaire de Roumanie. Et il a vécu sur le trône de Etchmiadzin à peu près 40 ans. Notre cathédrale arménienne, c'est le centre spirituel de notre communauté. Par l'extérieur, l'architecture ressemble à la cathédrale de Etchmiadzin et à l'intérieur, c'est inspiré par les ruines de la cathédrale d'Ani. Et c'est consacré en 1915. Les Arméniens ont eu le courage de construire cette fameuse cathédrale qui est une des plus belles cathédrales arméniennes de l'Europe. Il y a eu deux nouveaux phénomènes qui sont postérieurs au génocide et même postérieurs à la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'une part donc l'instauration du régime communiste, avec en particulier la période la plus affreuse de Ceausescu, et donc qui a provoqué ça une émigration malheureusement assez forte d'Arméniens qui sont allés donc entre autres beaucoup en France. Pourquoi ? Parce que la culture française a toujours été très développée en Roumanie. Donc les intellectuels roumains
En particulier les Arméniens de Roumanie, beaucoup connaissaient le français. Donc ils se sont venus s'installer en France, ça, il y en a beaucoup. Donc ça a été une saignée, ça. Il faut dire les choses comme elles sont. Une saignée pour la culture arménienne de Roumanie. Malgré les difficultés de la vie pendant la période communiste, beaucoup d'Arméniens sont aussi restés en Roumanie. À la chute du régime, ils ont pu être reconnus officiellement comme minorité. L'Union des Arméniennes s'est organisée d'une façon très convenable parce qu'on a reçu de la part de l'État roumain un budget très important. Et grâce à ce budget, on a organisé une maison d'édition qui jusqu'à maintenant a édité quelques centaines de livres. Et aussi, c'était continuer l'activité de hebdomadaire Norgiang, qui était encore à l'époque des communistes, c'était un hebdomadaire en arménien, en exclusivité, mais après a continué comme arménien, il y a quelques pages en roumain. Et puis on a repris aussi le magazine Ararat. Après l'indépendance de l'Arménie, après 1990, vous savez que l'Arménie est devenue dans une situation extrêmement difficile et tout, et il y a eu une immigration assez forte, et beaucoup donc, ça a été la dernière vague des Arméniens d'Arménie qui sont venus s'installer en Roumanie, mais qui restent assez différents forcément, parce que eux, leur langue maternelle c'est l'arménien, en plus c'est l'arménien oriental. Sur place, les Arméniens très peu connaissent l'arménien, et le peu qu'ils connaissent c'est l'arménien occidental. Très longtemps, dans tous ces grands pays, disons d'Europe occidentale et orientale, on a considéré les minorités comme une matière première qui doit s'assimiler. Et maintenant, non. Maintenant, au contraire, on considère que c'est une richesse. Que ces minorités sont une richesse dans ces pays. Et ça, c'est très positif. L'arrivée des Arméniens de l'ancienne Arménie soviétique, donc après l'indépendance de l'Arménie, est très importante pour notre communauté parce qu'ils ont apporté un nouveau souffle d'arménité et ils gardent toujours très bien toutes les coutumes, les traditions, la nourriture, les fêtes. C'est à eux et à leurs enfants et petits-enfants que l'avenir de cette communauté appartiendra. Les Arméniens de Roumanie, si on veut, disons, dire quel exemple ils donnent, je pense qu'on peut dire qu'ils donnent l'exemple de la persévérance. Et même de la persévérance en n'ayant pas les moyens de la persévérance. C'est-à-dire que ils ont, comme contre vents et marées, ils se sont quand même maintenus. Et là, en ce moment, dans toutes ces composantes d'ailleurs arméniennes de la région, il y a un réveil.